à la maternité de Givors et aujourd'hui on va vous parler des petits détours de l'accouchement. J'ai l'habitude de parler de l'accouchement comme d'une randonnée que vous allez faire avec un guide dont vous ne connaissez pas le trajet mais vous savez qu'au sommet il y a un truc super chouette, c'est la rencontre avec votre bébé. Chaque contraction c'est comme une côte que vous allez devoir franchir et après chaque contraction il y aura un vrai temps de repos total où vous devrez tout lâcher et vous relaxer. Au cours de cette randonnée, c'est votre corps qui est votre meilleur guide. C'est lui qui sait où aller et comment le faire, donc il faut juste vous faire confiance. Mais il arrive que la nature nous fasse faire des petits détours, des chemins qu'on n'avait pas imaginés, mais dont le but ultime est toujours au sommet, la rencontre avec votre bébé. On va parler aujourd'hui de ces petits chemins de traverse. Donc comme ceci vous l'a expliqué dans la vidéo sur l'accouchement, au cours du travail et de l'accouchement, votre bébé peut prendre différentes positions. La plus fréquente, c'est il a la tête qui est tournée vers le bas, il descend comme ça et il est bien fléchi. Mais comme elle vous l'a expliqué aussi, il peut regarder vers le haut en ayant mis son dos contre votre dos. Donc il peut très bien être dans cette position-là, c'est juste que la partie de son crâne qui est présente face au bassin est un petit peu plus grande. Donc la descente est un peu plus longue et prend parfois un petit peu plus de temps sur la descente et sur la poussée. Il peut aussi, pour se présenter, au lieu d'avoir mis son menton bien calé contre le torse, il peut être ce qu'on appelle un petit peu défléchi, c'est-à-dire présenter le sommet de sa fontanelle, qu'on appelle le bregma, et on se rend bien compte que pour descendre dans le bassin, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le diamètre sera un petit peu plus gros. Il arrive aussi qu'il soit complètement défléchi, la tête en arrière, et que du coup il présente en premier son front. Et dans ces cas-là, face au bassin, c'est un petit peu plus compliqué pour descendre parce que le diamètre est trop grand. Tout dépend de la taille de votre bassin, il y a plein de choses qui peuvent varier. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pendant le travail, aider votre bébé à prendre les bonnes positions. En changeant de position la maman, on va pouvoir faire varier les diamètres du bassin, comme vous l'a expliqué Cécile, il est flexible votre bassin. Et puis aussi en se mettant à quatre pattes, votre bébé qui avait le dos en arrière va avoir le poids de son dos qui va être attiré vers l'avant et du coup il sera remis dans la bonne position. Votre bébé il peut aussi avoir mis les fesses en premier. Alors ça, en général, c'est des positions qu'il a prises déjà pendant la grossesse et c'est des positions qu'on a diagnostiquées en avant. Et du coup, on va pouvoir en discuter avec le médecin pour savoir si vous pouvez accoucher par voie basse de votre bébé qui se présente par le siège. Il y a plusieurs choses qu'on prend en compte, la taille de votre bassin, si vous avez déjà eu des césariennes, la taille de votre bébé, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et tout ça, ça se discute en amont pour savoir si on peut essayer de faire un accouchement par en bas pour ce bébé qui se présente par le siège. Et puis votre bébé, enfin là, il peut être très coquin et s'être mis en position transverse, donc comme ça, dans votre ventre, et du coup, là, on se rend bien compte qu'il ne peut pas descendre dans le bassin. Donc si votre bébé, il reste en position transverse jusqu'à la fin de la grossesse, s'il ne se présente pas bien, qu'il n'arrive pas à se fléchir, à se mettre dans la bonne position face au bassin, on peut être amené à faire une césarienne. Alors la césarienne, c'est quoi? La césarienne, j'ai envie de dire que c'est un peu la voie rapide de l'accouchement. C'est une opération qui se passe au bloc opératoire et qui permet trois choses. Soit d'aider à naître votre bébé plus rapidement s'il nous donne des signes qu'il ne supporte plus trop les contractions, qu'il en a un petit peu marre d'être dans le ventre et qu'on voit des anomalies du rythme cardiaque de votre bébé. Soit d'aider à naître si le col n'arrive pas à s'ouvrir pendant le travail, puisque c'est la première étape pour faire naître votre bébé, ou qu'il n'arrive pas à s'orienter correctement pour descendre dans le bassin. Ou soit si vous avez déjà eu plusieurs césariennes, on peut être amené à programmer une césarienne en avance pendant la grossesse pour protéger votre utérus des contractions qu'il pourrait avoir à subir pendant le travail. Alors, comment ça se passe une césarienne? Soit vous avez déjà une anesthésie péridurale, donc un petit tuyau qui va dans votre dos, qui remonte sur l'épaule. Et dans ces cas-là, on mettra juste un produit qui est plus fort et qui va endormir complètement de dessous les seins jusqu'au bout de vos pieds. Toute cette partie-là de votre corps sera complètement endormie et du coup vous sentirez qu'il y a des choses qui se passent. Vous sentirez par exemple qu'on appuie pour aider votre bébé à naître, mais ce ne sera pas douloureux et vous êtes complètement éveillé. Soit vous n'avez pas encore ce petit tuyau dans le dos, parce que c'est de l'analgésie péridurale, et on sera amené à faire une rachianesthésie. Donc l'anesthésie se fait le même type d'injection que ce qu'il y a pour une péridurale, sauf qu'il ne laisse pas le petit tuyau en place. Donc dans tous les cas, vous êtes éveillé et vous sentirez ces sensations au niveau de votre ventre qui ne sont pas douloureuses, mais qui peuvent être un petit peu curieuses. Dans de très rares cas, on peut être amené à faire une anesthésie générale, mais c'est vraiment exceptionnel. Pour des règles d'hygiène, on va mettre un champ stérile, donc une sorte de grand drap bleu qui sera entre vos seins et votre cou, et qui va complètement vous isoler, donc vous ne verrez plus votre ventre. Et puis le médecin va faire une incision au-dessus du pubis pour accéder à l'utérus et aider votre bébé à se mettre au monde.
La sage-femme va le récupérer, le sécher rapidement et l'amener vers vous pour que vous puissiez faire sa connaissance rapidement. Et puis ensuite, comme il fait quand même très froid au bloc opératoire et que votre bébé il sort d'un bain à 37 degrés pendant 9 mois, on l'emmène vite en salle d'accouchement sur un petit berceau chauffant où on va pouvoir l'essuyer un peu plus à fond et éviter qu'il se refroidisse. Et puis ensuite, on l'emmaillote, on lui met un petit bonnet et on le ramène vers vous pour un petit câlin et un petit moment de douceur tous les deux ensemble. Ensuite, votre bébé retourne en salle d'accouchement, dans cette petite pièce chauffée, où le deuxième parent, s'il le souhaite, peut faire du pot à pot avec lui. Vous vous retrouverez tous les trois en salle de réveil. Donc la salle de réveil, c'est pas parce que vous avez été endormi, hein, c'est un endroit où on va surveiller si tout va bien pour maman et bébé dans les 2 heures qui suivent la naissance. Et ce sera le moment d'un gros câlin avec votre bébé et d'une première tétée si vous le souhaitez. Au bout de ces 2 heures, vous allez remonter tous les trois dans la chambre où vous passerez un séjour d'en moyenne 5 jours. Et l'autre parent dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il y a 2 possibilités. Soit c'est une césarienne qui a été programmée ou c'est une césarienne qui ne présente pas de caractère d'urgence. Et dans ce cas-là, on va prendre le temps d'habiller votre conjoint, de le déguiser avec une tenue spéciale pour rentrer au bloc opératoire. Une fois que le grand drap bleu a été mis au-dessus de vos seins, il pourra rentrer à côté de vous et s'installer à côté de votre tête. Donc il ne verra pas l'opération se passer, je vous rassure. Mais par contre, il sera là quand vous allez découvrir votre bébé et vous pourrez en profiter ensemble tous les deux. Soit la césarienne, on doit la faire en urgence, votre bébé il faut qu'il naisse au plus vite possible et là, chaque minute compte. Donc on ne peut pas prendre le temps d'habiller votre conjoint et dans ces cas-là, vous vous retrouverez seulement après en salle de réveil. On vient de parler du gros raccourci de la naissance qu'est la césarienne. Mais il existe d'autres petits détours, d'autres petits chemins pour arriver à faire naître votre bébé. Comme vous l'a expliqué Cécile, dans la vidéo qui présente l'accouchement, le col va complètement se dilater et le bébé va descendre vers la sortie. Il va terminer cette descente grâce à la force de vos contractions et surtout grâce à la propulsion de votre poussée. Mais il arrive que le bébé, soit parce qu'il s'est mal tourné, soit parce que la maman est trop épuisée pour pousser, n'arrive pas à descendre et auquel cas on va avoir besoin de faire une petite aide pour l'aider à naître. Le médecin peut alors être amené à vous aider en pratiquant une ventouse ou un forceps pour aider votre bébé à bien fléchir sa tête et à descendre. Donc la ventouse, c'est un petit dispositif qu'on va placer sur la tête de votre bébé et qui va nous permettre de l'aider à fléchir sa tête et à descendre en faisant une légère traction. Mais bien évidemment, on fait ça pendant que vous poussez. Le forceps, ce sont des sortes de cuillères qu'on place sur la tête de votre bébé et de la même façon, pendant que vous poussez, le médecin va aider le bébé à fléchir sa tête avec ses cuillères et à descendre. Mais on est bien d'accord que c'est grâce à votre poussée que votre bébé va descendre, donc c'est toujours à vous de jouer. Le bébé, quand il va naître, donc déjà il a parfois lutté pendant plusieurs heures pour descendre dans le bassin, donc il peut avoir, comme vous l'a dit Cécile, un petit peu la tête en pain de sucre. Il peut avoir aussi une petite trace, comme une sorte de petit chignon sur le sommet du crâne, une sorte de petite bosse du fait de la ventouse, ou il peut aussi avoir la marque des forceps sur le crâne. Mais je vous rassure, tout ça s'estompe très vite et au bout de 24 heures, on ne voit quasiment plus rien. Et puis n'oubliez pas qu'au bout de ces petits détours, c'est toujours la rencontre avec votre bébé qui vous attend. Il arrive que ce chemin de naissance ait un petit peu fatigué votre bébé ou tout simplement qu'il soit un peu surpris par son arrivée sur Terre. On peut être amené alors à lui faire quelques soins supplémentaires ou tout simplement mettre en place une surveillance. On l'emmènera dans la salle où il y a le petit berceau chauffant. Et on aura peut-être besoin d'aspirer des glaires qu'il peut avoir dans son arrière-gauche et d'aider à mettre en place éventuellement une respiration. Bien entendu, ces soins ne sont pas du tout systématiques, ils ne sont pratiqués qu'en cas d'absolue nécessité. Une fois les premiers soins effectués, votre conjoint peut nous rejoindre pour venir voir votre bébé, prendre quelques photos et vite venir vous donner des nouvelles. Et bien sûr, on essaie de toujours vous ramener votre bébé le plus rapidement possible pour que la séparation soit la plus courte possible. C'est le moment de profiter de votre enfant et de faire un gros câlin. Quel que soit le chemin, les petits détours éventuels empruntés pour l'accouchement que vous avez vu avec Fanny juste avant, ça y est, votre bébé il est enfin arrivé, il est là contre vous, vous avez juste envie d'en profiter, on vous laisse tranquille vous découvrir, mais malheureusement il y a encore un petit peu de travail derrière, et là aussi il peut y avoir des petites complications qu'on va essayer de détailler. Quelques minutes après la naissance de bébé, il y a des contractions utérus qui vont reprendre, donc ce sera des contractions beaucoup moins fortes que ce que vous avez pu avoir pendant le travail, rassurez-vous. Et ces contractions, elles vont permettre la sortie du placenta, et c'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance, elle survient en général spontanément dans les 30 minutes qui suivent la naissance.
En revanche, si le placenta ne sort pas dans les 30 minutes, il peut finir par empêcher l'utérus de se contracter, ce qui va majorer les saignements. Et plus on majore les saignements, plus l'utérus a du mal de se contracter. Donc c'est pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux que si 30 minutes après l'accouchement, la délivrance n'est pas faite, l'équipe médicale va intervenir. Donc on distingue 3 types de complications différentes de la délivrance. Le placenta peut ne pas sortir du tout. Le placenta peut sortir mais partiellement, c'est-à-dire qu'en le vérifiant, on voit qu'il y a un petit morceau qui est resté à l'intérieur. Et le placenta, on peut avoir l'impression qu'il est sorti complètement et que pour autant les saignements sont quand même assez abondants, du coup on va avoir envie de vérifier. Alors, dans ces 3 cas, la sage-femme qui est présente ou l'obstétricien va devoir mettre la main à l'intérieur de votre utérus pour vérifier s'il y a un morceau de placenta qui est resté à l'intérieur. Donc ça, on appelle ça une délivrance artificielle si on récupère tout le placenta ou une révision utérine. Donc dans le cas où vous êtes sous péridurale, on refait une injection un peu plus forte dans la péridurale pour que le geste soit tout à fait confortable. Si par contre vous n'avez pas de péridurale, on fait une anesthésie générale très très courte, le temps de pouvoir faire le geste et pour qu'ensuite vous puissiez vous réveiller rapidement pour retrouver votre bébé et en profiter. Et pendant ce temps-là, votre conjoint va avec bébé dans une petite pièce à côté pour faire du pot à pot et puis qu'on puisse centrer toute notre énergie sur vous. Dans la très grande majorité des cas où il y a des complications de la délivrance qui surviennent, tout rentre dans l'ordre très vite. Dès que l'utérus est vidé de son contenu, les contractions reprennent normalement et tout va bien derrière. Et si jamais votre utérus a un petit peu de mal à contracter, on a des médicaments pour l'aider. Ça y est, la délivrance est faite. Vous profitez tranquillement des premiers instants avec bébé et nous de l'autre côté, il nous reste encore quelques petites choses à vérifier. C'est l'état de votre périnée après l'accouchement. Si les déchirures périnéales sont fréquentes pour un premier accouchement, elles sont en général simples et la cicatrisation se fait rapidement. Donc la sage-femme regarde votre périnée pour voir s'il est nécessaire de faire des points ou pas, parce que certaines petites déchirures, suivant leur localisation, si elles ne saignent pas beaucoup, il n'y a même pas forcément besoin de faire des points. Et à ce moment-là, souvent la sage-femme vous conseille d'appliquer de l'argile blanche en poudre pour aider à la cicatrisation. S'il y a une suture à faire, si vous avez une péridurale, la sage-femme réinjectera tout simplement dans la péridurale. Si par contre il n'y en a pas, on pratiquera une anesthésie locale. Le but c'est que la suture soit tout à fait confortable pour vous. On suture avec du fil résorbable, ça veut dire que c'est des fils qui vont partir tout seuls quand ils auront suffisamment fait leur travail. Et en général, la cicatrisation au niveau du périnée pour des déchirures simples, elle se fait bien et rapidement parce que c'est une zone qui est très vascularisée dans les suites de la naissance. Pensez bien à prendre un savon hygiène intime dans votre valise pour la toilette quotidienne des jours suivants. Alors, on a parlé des déchirures, mais quid de l'épisiotomie dans tout ça? L'épisio, on en entend souvent parler, elle fait souvent très peur, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Alors les statistiques, elles diffèrent d'une maternité à l'autre, bien sûr. À Givors, on est entre 7 et 10% d'épisiotomie par an. Et ça concerne surtout les accouchements compliqués d'une extraction instrumentale. Comme on dit, c'est ce que vous avez vu avec Fanny tout à l'heure, le cas des forceps et des ventouses. Sinon, pour un accouchement en voie basse classique sans complications, ça reste assez rare. Et puis rassurez-vous, nous les sages-femmes, on n'aime pas plus que vous les épisiotomies, donc on fait tout pour les éviter. Et bien voilà, après ce petit tour pour vous présenter un peu les autres chemins de la naissance, on espère que vous n'allez pas faire de mauvais rêves. Mais rassurez-vous, la plupart des accouchements se passent très très bien sans complications. Et puis si toutefois complications il y a, nous sommes à vos côtés pour veiller à ce que tout se passe au mieux. Et nous veillons toujours à bien vous informer de tout ce qui se passe et à obtenir votre consentement.